De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Cecilia Wilson, Mélissa Manelli, mais aussi notre éditorialiste Daouda Tall. Place tout de suite à notre dossier du jour. En Afrique du Sud, Nkosazana Dlamini-Zuma a fait son grand retour dans la vie politique nationale depuis début février. L'ex-présidente de la Commission de l'Union africaine prépare un nouvel avenir et pour de nombreux observateurs, elle aspire même à être la première femme à diriger la nation arc-en-ciel. Son portrait nous est proposé par Birama Saonera. Née en 1949, Nkosazana Dlamini a grandi dans la province du KwaZulu-Natal. Dès 1971, elle s'est engagée activement contre l'apartheid avec le Congrès des étudiants sud-africains. Contrainte à l'exil en 1976, Nkosazana Dlamini est allée poursuivre ses études de médecine à l'université de Bristol, en Angleterre. Elle en sort diplômée en 1978. En 1985, elle se spécialise en maladies tropicales avec un diplôme obtenu à l'université de Liverpool. La jeune Sud-Africaine a commencé sa carrière professionnelle en tant que médecin en Angleterre. Elle a embrassé la politique très tôt et a occupé plusieurs fonctions au sommet de l'État sud-africain. En 2012, elle est élue à la tête de la Commission de l'Union africaine. L'ex-épouse du président Jacob Zuma a dirigé l'exécutif de l'organisation continentale avec des hauts mais aussi des bas. Quel est son bilan à la tête de la Commission de l'Union africaine? Quelles sont ses ambitions pour l'Afrique du Sud? Après plus d'une dizaine d'années d'exil, Nkosazana Dlamini a signé son retour sur le continent africain au début des années 80, notamment au Swaziland, et y fait la rencontre de Jacob Zuma, lui qui deviendra son époux et président de l'Afrique du Sud. Quelques années après, elle décide de rentrer en Afrique du Sud, son pays. Son retour a lieu au moment de la levée de l'interdiction de l'ANC dans le pays. Elle décide donc de poursuivre son engagement politique avec le soutien de fait Nelson Mandela. Femme de caractère, elle a longtemps milité pour la promotion de la femme, notamment au sein de la sphère politique en Afrique. African continent is making progress. Notre continent fait des progrès, mais je ne peux pas citer des pays qui ont atteint tous les objectifs en matière de participation politique des femmes. En Afrique du Sud, sur le plan politique, nous avons des acquis. Bien sûr, le Rwanda est le leader et le pionnier en matière de participation des femmes sur le continent. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, sur le plan économique, les avancées restent encore timides comparativement à d'autres pays où des réformes ont été initiées pour octroyer des droits économiques à la femme, notamment en ce qui concerne l'accès à la terre. South Africa has done very well where government. Médecin de carrière, Nkosazana Dlamini-Zuma a occupé des postes stratégiques sur l'échiquier politique sud-africain. D'abord ministre de la Santé de 1994 à 1999 et plus tard ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Thabo Mbeki. De 2009 à 2012, Nkosazana Dlamini-Zuma a aussi travaillé en tant que ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement de l'actuel président Jacob Zuma. Elle est considérée comme l'une des femmes les plus influentes de sa génération. Les femmes doivent être présentes dans tous les secteurs. Elles doivent être scientifiques, juges, commissaires de police, universitaires, entre autres. Elles doivent être partout, y compris au Parlement et à la tête de nos États. Nkosazana Dlamini-Zuma fut l'épouse de l'actuel président d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, de 1982 à 1997. Ensemble, ils ont 4 enfants. Fervente défenseuse de la cause féminine, elle a lutté aux côtés de ses sœurs sud-africaines pour l'amélioration des conditions de la femme africaine. Nous ne pouvons pas ignorer les victoires déjà gagnées dans la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes. Le fait d'avoir un jour dédié à la femme est très important et plein de symboles. Il a fallu une mobilisation sans précédent des femmes pour aboutir à cela, la libération de la femme. Oui, il y a encore beaucoup de défis à relever. Nkosazana Dlamini-Zuma a été élue à la tête de la Commission de l'Union africaine en juillet 2012. Elle a été la première femme à diriger cette institution continentale depuis sa création. La Sud-Africaine a, au cours de son mandat, donné un nouvel élan à l'organisation panafricaine, selon certains observateurs. Plusieurs initiatives de développement ont été lancées, notamment le projet de transformation de l'Afrique baptisé Agenda 2063. Un programme qui ambitionne de relever les défis liés aux questions économiques, politiques, sociales et du genre sur le continent.
the women that led this march. Oui, il y a encore beaucoup de défis à relever, mais si nous regardons dans le rétroviseur et voyons les batailles remportées par nos aînés, nous trouverons l'inspiration pour faire encore plus pour le droit des femmes. Le bilan d'Nkosazana Dlamini Zuma à la présidence de la Commission de l'Union africaine reste mitigé. Certains observateurs reprochent à la Sud-Africaine de ne pas s'être suffisamment impliquée dans le règlement des crises en Afrique. Cependant, d'autres estiment qu'elle a plaidé pour une meilleure intégration économique et politique du continent. Quand on fait son bilan, on ne peut finalement retenir que des décisions de type administratif, comme le passeport africain, l'envoi de certaines missions d'observation électorale, et puis quelques tentatives de médiation comme en République centrafricaine, avec le bilan qu'on connaît, à savoir des élections, mais pas la paix. Jusqu'aujourd'hui, il y a des milices qui terrorisent les populations et même les forces de défense et de sécurité sur le territoire centrafricain. Après la présidence de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma a fait son grand retour dans la vie politique nationale sud-africaine. L'ex-épouse du président Jacob Zuma ne cache pas son ambition d'accéder à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Nous voulons en Afrique avoir des femmes présidentes. Nous n'en avons qu'une seule au Libéria. Son mandat prend fin en octobre 2017. Cela signifie que nous nous retrouverons avec seulement des hommes à la tête de nos États. La Ligue des femmes de l'ANC a déjà fait d'elle, le 5 février 2017, sa candidate officielle pour prendre la tête du parti et succéder à Jacob Zuma à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Cependant, les analystes estiment que les dissensions au sein de la majorité présidentielle entre certains cadres représentent des obstacles pour Nkosazana Dlamini Zuma. Si Mme Zuma ne détient que l'appui de Jacob Zuma comme atout, il va lui être difficile de s'imposer à des ténors du parti qui ont un ancrage plus profond au sein donc, de l'électorat et de la société sud-africaine. Nkosazana Dlamini Zuma, candidate non encore déclarée à la présidence de l'ANC, entend revenir sur le devant de la scène politique sud-africaine. Pour l'heure, seule la Ligue des femmes de l'ANC déclare officiellement la soutenir, même si elle bénéficie d'un important soutien dans la région de KwaZulu-Natal. Face à elle, la centrale syndicale COSATU, allié historique de l'ANC, a déjà choisi son camp en offrant son appui au vice-président Cyril Ramaphosa. Madame Manelli, quand on évoque le nom de Nkosazana Dlamini Zuma, ça vous évoque quoi? Ça m'évoque une des femmes les plus influentes de sa génération et un très beau modèle d'exemplarité pour toutes les femmes africaines et afrodescendantes à travers le monde. Est-ce que c'est l'image que vous aimez voir d'une femme moderne, d'une femme du XXIe siècle? En effet, comme on l'a pu le voir dans le documentaire, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se sont battues pour avoir ces libertés que l'on a aujourd'hui, que ce soit sur le continent ou ici. Et en effet, d'avoir ces modèles comme Madame Zuma, c'est très inspirant. Madame Wilson, quand on voit une femme comme Nkosazana Dlamini Zuma revenir sur la scène politique sud-africaine, qu'est-ce que vous aspirez à vous autour de son avenir politique? Alors, elle a ses chances parce qu'elle est soutenue par la puissante Ligue des femmes, déjà de l'ANC. Et ensuite, elle a le soutien de son mari. Donc, il est très, très possible qu'elle réussisse à passer, qu'elle devienne peut-être la première femme présidente d'Afrique du Sud. Est-ce qu'être l'épouse de Jacob Zuma est un avantage aujourd'hui au vu du contexte politique sud-africain ou alors un handicap? Je pense que c'est plutôt un handicap, pour dire la vérité, vu notamment toute l'histoire un peu controversée derrière Jacob Zuma, le viol d'une femme, la corruption, enfin toutes ces affaires qu'on connaît. Et vous vous attendez à un soutien de la part de son ex-mari? Oui. Dawda, comment finalement la candidate non déclarée à la présidence de l'ANC entend revenir sur le devant de la scène politique? Bon, je crois qu'elle vient de quitter l'Union africaine et quand même cette position de président de la Commission de l'Union africaine l'a propulsée au-delà même de l'Afrique du Sud. Et je pense que, je dirais pas que tout ça a été un calcul, mais je pense que même le fait d'avoir brigué le poste de présidente de la Commission de l'Union africaine, c'était pas anodin parce qu'elle savait qu'elle allait revenir mener les combats politiques en Afrique du Sud. Et du coup, maintenant, elle a une dimension continentale et on sait très bien que l'Union africaine
africaine, c'est le panafricanisme. L'Afrique du Sud, c'est le pionnier du panafricanisme. Je veux dire, c'est un peu le carrefour des luttes pour la libération des peuples noirs. Donc, quelque part, elle cumule tous ces profils-là qui peuvent être joués en sa faveur. Mais au vu de son mandat un petit peu mitigé, qui a été jugé mitigé, on lui a souvent reproché un manque de leadership, d'engagement, de prise de décision parfois limitée. Est-ce que ça aussi, ça ne va pas lui être en sa défaveur finalement? Oui, non, c'est vrai que c'est un bilan mitigé, mais on ne peut pas mettre tout le caractère mitigé sur le dos de Mme Zuma, parce qu'on sait très bien que l'Union africaine doit être réformée. Elle avait quelque part les mains liées. La Commission de l'Union africaine ne décide pas vraiment. L'idéal serait qu'elle soit le moteur même de l'organisation panafricaine, mais elle ne décide pas. C'est la conférence des chefs d'État qui décide. Le mieux qu'elle pouvait faire, c'est de faire un plaidoyer, de mettre dans l'agenda politique de l'Union africaine un certain nombre de questions et d'essayer de motiver les chefs d'État sur les questions de paix, de sécurité, etc. Et ça, je crois qu'elle l'a fait. Maintenant, bon, elle aurait pu être plus active. Sauf que, même en étant plus active, si on n'a pas les prérogatives pour décider, ça pose problème. Donc, je pense qu'à sa décharge, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse venir assombrir le tableau pour sa candidature à l'ANC et à la présidence sud-africaine. Mais qu'est-ce que ça impliquerait finalement, Mme Wilson, si par exemple son mari la soutient, Jacob Zuma, qu'est-ce que ça implique concrètement pour l'ANC ? Alors, déjà, il faut savoir qu'elle a quand même le soutien de Thabo Mbeki. Elle l'a eu à une époque, mais si elle a le soutien en plus de son ex-mari, Jacob Zuma, bon, disons qu'il y a là, quelque chose qui se profile pour l'unité dans le parti, parce qu'il faut savoir que le parti reste divisé et que ceux qui soutenaient Thabo Mbeki, notamment, n'étaient pas vraiment ceux qui soutiennent Jacob Zuma. Et face à elle, il y a la centrale syndicale de la COSATU, alliée historique de l'ANC, qui a déjà choisi son camp, et c'est le vice-président Cyril Ramaphosa. Donc les cartes ne sont pas totalement jouées pour Nkosazana Dlamini-Zuma. Non, bien sûr que non. Mais après, c'est vrai qu'elle a quand même derrière elle un background, disons, qui peut la propulser. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est très populaire parmi les femmes. Et le simple fait d'avoir un soutien de la Ligue des femmes, en fait, c'est déjà réussir à conquérir certaines provinces en Afrique du Sud. Et Daouda, on a aussi les vétérans du parti majoritaire qui sont eux aussi remontés contre Jacob Zuma et qui peut-être ne soutiendront pas la candidate non déclarée, en tout cas encore, Nkosazana Dlamini-Zuma. Est-ce que ce sera une situation délicate pour elle, d'après vous? Oui, ce sera une situation délicate, je pense. Mais de toute façon, tout va dépendre aussi de ce qu'elle va annoncer comme politique, ce qu'elle est capable de faire. Le fait d'être l'ex-épouse de Jacob Zuma avec toutes les affaires qu'il y a, c'est sûr que ça n'arrange pas les choses, même si elle a son soutien. Maintenant, je pense que l'ANC doit être rénovée. La rénovation de l'ANC, c'est-à-dire, doit se faire en passant d'un panafricanisme de lutte, de libération des peuples noirs, de libération de l'Afrique du Sud, à un panafricanisme de développement. Parce que ce qu'attendent les Sud-Africains aujourd'hui, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. On l'a vu récemment avec l'immigration des peuples africains. Ils pensent qu'ils viennent prendre leur travail, etc. Il y a des inégalités importantes en Afrique du Sud. Et je pense que la capacité de Mme Zuma à offrir des solutions aux Sud-Africains, c'est là que ça va se jouer et non pas seulement sur le panafricanisme, etc. Madame Manelli, on l'a vu tout au long du reportage, elle a eu un parcours quand même varié, en allant de la politique à la santé. Est-ce que vous pensez qu'elle peut incarner aujourd'hui un renouveau, une rupture en tout cas pour le peuple sud-africain? En effet, je pense que Mme Zuma serait un très bon leader en fait, pour l'Afrique du Sud, dans le sens où, comme on a pu le voir, elle a un parcours académique qui est quand même relativement exemplaire, même son parcours politique qui est assez impressionnant, qui a été récompensé à l'international. Après, c'est sûr que quand on voit une femme arriver avec le background, justement, comme disait Mme Wilson, de son ex-mari, les scandales, je pense qu'il ne faut pas vraiment se focaliser là-dessus. C'est vraiment sur ses compétences qu'elle a pu démontrer en fait au travers de tout son parcours. Et puis au-delà de ça, je pense qu'avec les tensions qui sont aujourd'hui en Afrique du Sud, l'avènement d'une femme ferait du bien justement pour pouvoir un petit peu désamorcer finalement la situation.
Donc est-ce que vous pensez que justement son statut de femme ne va pas du tout être un handicap pour se présenter à la présidence sud-africaine? Non, pas du tout. Je pense au contraire qu'elle devrait même plutôt axer sa politique là-dessus, justement apporter ce renouveau que les gens attendent. Après, c'est vrai que c'est une membre incontestée de l'ANC. Elle a beaucoup de soutien au-delà de la Ligue des femmes, mais je pense vraiment que justement, on parlait de rupture tout à l'heure avec ce qui s'est passé déjà historiquement en Afrique du Sud. Je pense que c'est vraiment son atout principal. Et plus globalement, finalement, la condition féminine en Afrique, vous l'estimez en progression ou alors elle stagne aujourd'hui? Non, c'est vraiment une progression. Enfin, depuis toujours, quand on regarde les chiffres, l'Afrique, c'est vraiment le continent où il y a le plus de femmes qui entreprennent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui actuel, sur lequel il faut capitaliser, puisque aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'endroit où il faut être, surtout dans les 5 prochaines années. Et c'est aussi à nous de pouvoir contribuer à cet avènement. Merci pour toutes ces précisions. On va procéder au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec d'abord la fête d'indépendance du Ghana qui a été célébrée ce lundi 6 mars. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est le premier État souverain d'Afrique noire. Après près de 3 siècles de colonisation portugaise et ensuite britannique, c'est la lutte menée par le premier homme fort du pays, Kwame Nkrumah, qui a permis d'accéder à la souveraineté nationale. Et puis la réforme agraire, de nouveau au cœur de la polémique en Afrique du Sud. Le président sud-africain Jacob Zuma s'est exprimé à ce sujet à l'occasion d'une réunion avec les chefs traditionnels. Il appelle à l'expropriation des terres détenues par les Blancs sans aucune compensation financière. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.